Donc on est le David face au Goliath et j'ai toujours aimé ce genre de combat, quoi. On traite globalement 170 milliards par an. On avait tous des postes, on occupait tous des postes plutôt sympas et bien payés. Quand j'ai annoncé à ma famille, à mes amis et puis à d'autres que je montais ça, ils m'ont tous dit t'es pas bien. Il n'y a rien qui est fait pour aider. On a monté la boîte, 3 mois après, on avait un contrôle de TVA. On vient de nous dire qu'il y avait trop de TVA. Bah oui, on achète des bureaux, on achète de l'informatique, on loue. Je suis celui qui gère toutes les embrouilles avec les salariés ou avec les clients ou avec les prestataires. Bah quand t'es pas bon à l'école et que tu rentres dans un métier où il y a que des bacs plus 12, puis quand ils te parlent, tu comprends pas les 3 quarts de ce qu'ils te disent. Les potes qu'on avait dans la finance qui te disent on va vous aider, on va vous aider de rien du tout parce que encore une fois, quand tu montes la boîte, ils sont censés être là pour t'aider, bah ils ont tous disparu. Premier coup de feu, tu te retournes, il n'y a plus personne derrière toi, quoi. On a toujours bien gagné notre vie dans le métier qu'on faisait précédemment. Encore une fois, quand tu gagnes bien ta vie, tu changes pas de métier pour te dire peut-être je vais réussir. Tu restes où t'es, on touchait des salaires de footballeurs de première division. Il a créé un service pour les gestionnaires d'actifs et s'est attaqué à un marché hyper concurrentiel en partant de zéro. Il a subi une réglementation qui a bouleversé son marché. Pendant plusieurs années, son entreprise ne décolle pas, les clients ne viennent pas, les banques dominent et la boîte tient difficilement, mais il s'accroche et aujourd'hui, sa société est devenue un acteur indépendant reconnu qu'il a vendu progressivement tout en restant aux commandes. Je reçois Fidèle Martin qui va nous expliquer comment il a tenu plusieurs années sans résultat et comment tu construis finalement une boîte qui s'impose face aux leaders. Salut Fidèle. Bonjour. Alors Fidèle, aujourd'hui tu es toujours président opérationnel à 62 ans d'une boîte que tu as vendue progressivement. Pourquoi tu continues? Parce que je n'ai que 62 ans et je suis encore avec beaucoup d'envie et je continue à avoir envie de faire progresser la boîte face à tous les concurrents qu'on a aujourd'hui qui sont essentiellement les grosses banques françaises ou internationales. Donc nous, on est le petit pousset, donc on est le David face au Goliath et j'ai toujours aimé ce genre de combat, quoi. C'est une position confortable, non? Confortable ou inconfortable? C'est à toi que je pose la question. Bah, difficile dans ce métier-là en tant qu'indépendant, presque indépendant, puisqu'on a été racheté en fin 2021 par Bourse Direct, donc d'une boîte du groupe Viel, mais une société qui a rien à voir avec nous puisqu'ils vendent des actions aux particuliers. Donc c'était la raison pour laquelle on a vendu cette structure, parce que humainement, ça nous correspondait bien et il y a absolument aucun conflit d'intérêt entre leur métier et le nôtre. Mais sinon, en face, c'est compliqué parce que quand tu as le poids que tu as et que tu as des banques en face qui pèsent plusieurs centaines de milliards d'euros de transactions par jour ou par mois ou par semaine et que nous, on est quand même relativement plus petits, ouais, faut se démarquer par la qualité du service qu'on propose, essentiellement. Mais c'est compliqué, mais on a réussi à s'en sortir. Vous le savez, des entrepreneurs, j'en interview des centaines. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un en particulier, c'est Fabien Prêtre, cofondateur de l'imprimerie en ligne Fullfiller, basée à Orléans. Fabien est déjà monté sur scène d'un des événements Comment t'as fait pour partager ses secrets de croissance fulgurante. Et aujourd'hui, il est aussi sponsor du podcast Comment t'as fait. Normal, l'entrepreneuriat, il l'a dans la peau. Son obsession, l'ultra satisfaction client. Avec Fullfiller, vous imprimez tous vos supports de communication, petits et grands formats. Top prix, délai express, qualité garantie. Roll-up, mur d'image, carte de visite, signalétique, textile et objets publicitaires, tout est là en un clic. Et si vous avez une question, l'équipe vous répond en moins de 45 secondes avec le sourire. Alors, rendez-vous sur fullfiller.com, votre imprimerie en ligne, et boostez la communication de votre entreprise. Un chef d'entreprise, c'est un pilote. Et pour piloter, il faut les bons outils. Le problème, c'est que chaque jour, des nouveaux outils arrivent sur le marché, si bien qu'il est difficile de trouver celui qui couvre tous les besoins de l'entreprise. Des actions marketing à la gestion de projet en passant par le CRM ou encore les RH. Et ce, sans empiler les abonnements et les connexions à créer entre les différents environnements. En 2021, j'ai trouvé la solution tout en un pour piloter mes entreprises. Plus de 45 applications intégrées, connectées dans un seul environnement avec intelligence artificielle et me donnant une vision globale de mes entreprises depuis mon ordinateur au bureau ou bien en mobilité sur mon téléphone. Cette solution, vous l'avez déjà vu sur le podcast Comment t'as fait, c'est Zoho One. Pour 37 € par mois par utilisateur, je dispose d'un environnement complet, sécurisé et accessible sans explosion des coûts liés à la multiplication des logiciels. Vous aussi, vous pourriez en bénéficier. Je vous partage un lien d'essai gratuit dans la description de l'épisode. Allez, retour à mon invité du jour. On est plus rapide, les décisions sont prises en instantané ou quasiment, quoi. Et chez nous, les décisions, c'est oui à 99,9% quand un client nous demande quelque chose. Donc on est relativement réactif et pro-client. Voilà. Nous, on fait de l'orfèvrerie quand les gros font du mass market. Okay. Ça ressemble un peu à ça, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres justement sur la boîte aujourd'hui? Chiffre d'affaires, nombre de collaborateurs, où est-ce que tu en es? Nombre de collaborateurs, on est 14. Chiffre d'affaires, on traîne aux alentours de 8 à 9 millions d'euros. On existe depuis 2006, donc 20 ans. On traite... C'est beau, bravo. Pardon? C'est beau, bravo. Ouais, mais c'est 20 ans quand même qui sont passés. Hein.
On traite globalement 170 milliards par an. Heu, Ça, c'est pas le chiffre d'affaires malheureusement, Ouais, sinon on ouais. serait donc on traite 170 milliards par an de volume. On Enfin, a 8 millions à 30. 14, c'est beau aussi. Je sais pas quelle est ta structure de coût derrière, mais Ah, on est écossais en plus, ouais, j'ai appris à être écossais, au niveau de la structure au fur et à mesure des années qui se sont écoulées, quoi. Donc ouais, on fait très attention. Non, ça on a une marge, qui traîne aux alentours de 15-20 quand on est bon. Voilà. mmh. Ouais, donc c'est une Heu, belle boîte. Bon. non, c'est ouais, ouais, et le Mmh. personnel, on est entouré de bons professionnels. Il y a absolument, quasiment pas de turnover chez nous parce que tout le monde est content de venir travailler, donc tout le monde s'y retrouve. Mmh. OK, bon, bah, écoute, on va essayer de décrypter comment tu as fait pour créer cette boîte, la développer et lui permettre d'atteindre, finalement, bah, toutes ces KPI. Ça m'intéresse de de comprendre. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer d'ailleurs ce qu'elle fait concrètement? Qui tu adresses et comment tu règles ces sujets? Alors avant, Exoé, le service existait en interne au sein des grosses banques. Ouais. Ça s'appelle, une table de trading. Donc, le personnel de ce service, réceptionne tous les ordres sur tous les produits de la banque et ensuite il les passe aux différents prestataires qui exécutent pour la banque. Donc tu mutualises un peu les coûts. Nous on a vu qu'il y a une nouvelle réglementation qui apparaissait en 2007 et la plupart des structures en France n'avaient pas ce service en interne. Les gens passaient leurs ordres en direct et on s'est aperçu au fur et à mesure des années, à partir de 2000-2001, quand tu appelais les gérants le matin pour leur vendre des idées, tu avais des boîtes vocales ou des retours de mail, mais tu avais plus les personnes en direct. Et on s'est posé la question avec mes 2 associés de savoir comment on pouvait faire pour rester de l'autre côté du téléphone, à attendre que les gérants passent les ordres sans «rien faire» entre guillemets. Mmh. Donc voilà, on s'est dit, fallait créer Exoé quoi. Donc externaliser ce qui existait au sein des grandes banques. Donc concrètement, ce service, c'est quoi? Donc on est positionné entre les sociétés de gestion et les sociétés de bourse. Ouais. Les sociétés de gestion nous passent leurs ordres de bourse, que ce soit sur les actions, les obligations, les produits dérivés ou, les devises, et nous on sélectionne les meilleures contreparties en face pour exécuter leurs ordres, et derrière tout ça, on doit leur fournir des rapports réglementaires correspondant à ce qui a été fait. Donc best execution, ce qu'ils appellent la meilleure exécution possible, donc en permettant aux clients d'avoir, de bons ratios en termes de reporting et d'exécution et puis, de coûts surtout. Ouais, donc là, il y a plein de choses dans ce que tu dis. Il y a la réglementation, il y a de la conformité, il y a de la donnée confidentielle, il y a la rapidité d'exécution, j'imagine aussi? Tout à fait. On est connecté en direct avec nos clients, donc quand ils nous passent les ordres, c'est par le biais d'un système électronique. OK. Les ordres nous arrivent, on check, quelques points et après avoir checké, on transmet les ordres aux différentes contreparties avec lesquelles ils travaillent. Oui, parce qu'on sait que parfois, enfin, on a déjà vu ce ce type d'information que à la seconde près ou la milliseconde près, ça compte et donc la 4G, 5G, l'internet, le Wi-Fi, tout ça, Si c'est ça rate, ça peut coûter de l'argent, ouais. ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc toi, ça, c'est aussi dans ta structure de coût, en tout cas dans Ouais. ton c'est des charges, j'imagine, assez élevées? À De la partie l'informatique, technique? ouais, l'informatique est le coût le plus important de la structure, ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. Mmh, Pour avoir peut-être des bons serveurs ou en tout cas une bonne connexion et et des débits rapides, ouais. Et des outils qui fonctionnent aussi parce que, par exemple, pour le covid, on n'avait pas testé, mais il a fallu déménager toute la boîte en une semaine. mmh. Donc les traders étaient chez eux, on n'a pas eu le temps de tester, les outils chez chacun d'entre eux, donc on a démarré du vendredi au lundi, one shot, et les clients pensaient qu'on était toujours, au bureau. Mmh. Donc on a un service informatique de 4 personnes qui est exceptionnel. Comme notre équipe de trading, comme notre équipe de compliance, on a des gens, ouais, super bons, quoi. Alors, comment tu fais justement quand tu dis on est un peu le petit poussé finalement sur notre marché? Comment tu fais pour qu'on te fasse confiance à toi et ton entreprise, au regard justement de toute la sensibilité du sujet, tu vois? Et tous les gros qui en face. Ouais, Aujourd'hui, ça va mieux parce qu'on est reconnu, mais ouais. au départ, quand on a monté la boîte, en fait, on a fait une étude de marché. On a été voir les clients, sociétés de gestion qu'on connaissait bien. Ils nous ont tous dit: «L'idée est géniale, vous montez la boîte, on arrive». Le problème, c'est qu'on est en France, quoi. Donc les promesses, bah, n'engagent que ceux qui les tiennent, et même comme ça, bah, ils les ont pas tenues. Donc on a monté la boîte et bah, personne n'a suivi. Tous ceux qui avaient dit, «On arrive», sont jamais venus. Ceux qui nous disaient, «Bah, dès que vous avez un client, vous venez nous voir, on signe». Donc la taille du client était pas la bonne, c'était trop gros, trop petit, trop moyen, il y avait toujours une bonne raison pour qu'ils viennent pas, quoi. Donc bah, il a fallu galérer un peu, prospecter beaucoup plus. En plus, on s'est retrouvé à monter la boîte en 2006. On a été agréé en mars 2007 et les subprimes, la crise des subprimes Ouais, est c'est arrivée, une année après. ouais, 2008-2009 quoi. Ouais, ouais, donc quand tu présentes, le worst case et le best case à l'AMF, on était à 6 000 et quelques points sur le CAC 40, nous on tablait sur un marché à 4 000 points dans les 3 années à venir.
On s'est retrouvé à 2400 points direct en 2008. Donc, au niveau du business plan, ça explose en vol, quoi. Mmh. Donc, faut ramer beaucoup plus pour avancer. Voilà. Ouais, donc là, tu as créé, en fait, juste avant une crise qui a impacté directement ton entreprise. En tout cas, le Oui, oui. secteur. Ouais, mais ce qu'il y a eu de bon dans cette crise, c'est que, comme on était trop petits, les gens se méfiaient au départ, mais ils ont vu que Lehman Brothers, qui était un énorme, finalement, elle coulait Il aussi tenait pas facilement. plus. Ouais. Ouais, ça coulait aussi facilement qu'un petit, voire plus. Donc, nous, on leur a expliqué qu'avec nous, ça débranchait, ils débranchaient les fils, et puis c'est pas grave, rien ne pouvait leur arriver. Donc, non, non, il n'y a pas eu. Ça, je pense que ça nous a aidé, ouais, un peu, entre guillemets. Mmh. Ouais, ça nous a un peu aidé. Comment tu prends la décision justement, alors tu dis on a fait une étude de marché et cetera, mais comment tu prends la décision d'aller sur ce marché-là? Tu connaissais déjà? Tu avais déjà une expérience? Tu as identifié une opportunité? Heu, ouais, on avait de l'expérience. On était deux des fondateurs côté, société de bourse, un côté banque. Donc on avait toutes les failles du système, au niveau des transmissions d'ordre, ce qu'il fallait faire, on savait ce qu'il fallait faire Vous des 2 l'aviez côtés. expérimenté, donc vous saviez. Ouais, mais après c'est pareil, c'est encore une fois, tu as une idée. On avait tous des postes, on occupait tous des postes plutôt sympas et bien payés. Quand j'ai annoncé à ma famille, à mes amis et puis à d'autres que je montais ça, ils m'ont tous dit, «Tu pas bien». Pourquoi tu fais Voilà. ça? On a fait ça parce que la boîte dans laquelle je travaillais, la direction générale de la boîte était pas très humaine et au bout d'un moment, tu y arrives plus, quoi. Mmh. Donc je me battais trop, en faveur des clients au détriment de la boîte et ils considéraient que j'allais pas dans le sens de la boîte. Donc les clients m'ont dit: «À un moment donné, faut que tu t'émancipes et que tu avances tout seul». Mmh. Voilà, donc ce qu'on a fait. OK. Donc tu crées la boîte, donc Mmh. finalement il y a cette crise qui arrive, juste, derrière. Comment vous vivez les choses? Quels sont les challenges que tu rencontres à ce moment-là? Et comment tu fais pour passer ces premières années qui sont difficiles? Comment on fait pour les passer? Avec beaucoup de peur, beaucoup d'incertitude, de débit bancaire, de crainte, d'insomnie. Bah, globalement, tous les synonymes que peuvent connaître les entrepreneurs français, quoi. Mmh. Il y a rien qui est fait pour aider. On a monté la boîte, 3 mois après, on avait un contrôle de TVA. Donc on vient de nous dire qu'il y avait trop de TVA. Bah oui, on achète des bureaux, on achète de l'informatique, on loue, oui, voilà. Vous avez fait des investissements au départ. Bah oui, on pouvait pas, Voilà. monter la boîte dans la rue, quoi. Mmh. Mais ce qui est hallucinant, c'est que les gens qui viennent te contrôler comprennent pas ça. Mmh. Apparemment, eux, travaillent dans la rue avec un ordinateur, qu'ils ont volé ou je sais pas, Mmh. c'est hallucinant. Donc ouais, ça a été un peu chiant parce que déjà, tu pas le temps de t'occuper de monter ta boîte. Faut que tu répondes à un contrôle de TVA où tu sais même pas comment ça se passe. Mmh. On t'apprend, du coup. Voilà. Mmh. OK. Bon, mis à part cette galère, hein, cette situation que tu as vécue, comment tu abordes le début? Parce que tu dis, des insomnies et cetera, mais est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé arrêter? Est-ce que, tu dis: «Non, c'est pas une option pour moi»? Comment on aborde le début? En fait, le début, on a été voir, faut qu'on présente, le business plan à l'autorité des marchés financiers. Donc nous, on a voulu faire bons élèves. Donc le capital demandé pour monter une boîte comme la nôtre, c'était entre 75 et 150 000 €. Nous, on a dit: «On va mettre 330 000, comme ça on est tranquille». Mais quand on a présenté le worst case et le best case, il y en a un des 2 qui allait pas. Ils nous ont dit: «Il faut doubler le capital». Donc on a pu C'est parce monter qu'ils avaient pas confiance? non, c'est juste que quand ils font les calculs, ils se disent: «S'il y a un problème de marché, ils vont pas tenir». Ouais. Donc monter une boîte qui va couler l'année suivante, ce qui nous a aidés et ce qui nous a permis de tenir, effectivement. Mais nous, on est arrivé avec 600 000, il nous manquait 60 000 €. On a vu, je sais pas, une bonne vingtaine de banques en France, dont une qui nous a prêté, de l'argent, les 60 000, en étant caution solidaire de nos biens immobiliers à 3, quoi. Ouais. Donc pour Donc 60 000 €. donc tu t'engages toi. Les 600 000 premiers, c'était bon? Ouais, on Vous a aviez réussi pas à eu se besoin en débrouiller. fait d'aller faire de la dette bancaire ou autre? Non, mais ce qu'on a expliqué à l'AMF, c'est que de l'autre côté, il y a le business plan professionnel et le business plan privé. Si on mettait l'argent là-dedans, de l'autre côté, on était mal. Mmh. Donc il a fallu se débrouiller de l'autre côté, quoi. Mmh. Voilà. Un des associés, il a pris son téléphone avec, contact, il est passé de A à Z et il a emprunté de l'argent à tous les gens auxquels il pouvait emprunter de l'argent. Mmh. Donc quand il a remboursé, il est 3 chéquiers, voilà. Donc ouais. Non, non, mais c'est belle aventure, mais avec beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, pour avancer, quoi. C'est encore une fois, il y a rien qui est fait pour aider les petites boîtes en France. Quand est-ce que tu sens que, ça clique? Tu vois, ça marche là, que ça prend? Tu te dis: «OK, l'horizon, s'éclaircit». Alors paradoxalement, en 2008, on a reçu, un mail le 1er mai d'un client qui a un pote, où, le mail était intitulé «Souci» et on s'est dit: «Problème», parce que généralement il m'appelle, là il t'envoie le mail
Et dans le mail en question, ces 12 prestataires, donc ces 12 sociétés de bourse, lui avaient dit que si jamais il signait avec nous, bah, il travaillait plus avec eux. Heu, donc il a fallu qu'on fasse des tête-à-tête avec, les fameuses boîtes en question pour réussir à les convaincre de travailler avec lui. Heu, bon, on a réussi à les convaincre un peu de façon différente parce qu'il a compris de la façon dont il était traité avant qu'on arrive. Mmh. Il a vu que, bon, il avait été, un peu maltraité avant notre arrivée. Donc, bah, il leur a dit qu'effectivement, il travaillait avec nous ou il passait à la trappe. Mmh. Voilà. OK. Après, ouais, on a commencé à avancer là-dessus parce que si on avait eu ce problème-là et ça s'était amplifié vis-à-vis des autres clients, bah, on n'aurait pas beaucoup avancé puisqu'on Oui. n'avait pas leur contrepartie pour travailler avec. Donc, ça s'est atténué puis on a commencé à avancer là-dessus. Mais il a fallu, ouais, 4 ans pour être plus serein. D'accord, donc les 4 premières années, c'est vraiment compliqué pour vous, Ouais, à 3 associés, tu disais? plus un informaticien qui était rentré dans le capital également. Ouais, donc 4 personnes, vous êtes que 4 à ce moment-là? Quand on commence, ouais, en 2008, parce que courant 2008, on a embauché le 5e et puis, 2009 un 6e et puis ainsi de Non, mais c'est là où suite. tu te rends compte que si tu prends, tu vois, une vue macro, du sujet, de l'expérience, c'est que tu as un marché qui est réglementé, qui est régulé, qui est, hypersensible, enfin, sur des sujets sensibles, sur, de l'argent, du trading, il y a une partie IT. Enfin, je veux dire, vous allez sur quelque chose, sur le papier, c'est pas le plus simple. D'un autre côté, quand tu as quand tu l'autorisation AMF, tu as une barrière à l'entrée de fou par rapport à la concurrence. C'est-à-dire que faire rentrer d'autres personnes, c'est plus compliqué. Mmh. Mais faut tenir et puis il faut aller, montrer finalement patte blanche, avoir cette confiance de la part des clients. Ouais, derrière, parce qu'encore une fois, on est tout petit, donc ils et puis quand tu pas beaucoup de clients, ils se disent combien de temps ils vont tenir, s'ils tiennent. Et en plus, au départ, il y avait quand même les concurrents, banques qui avaient ce service en interne, donc ils se disent: «Un nouveau concurrent indépendant, ça risque de nous faire du mal». Donc ouais, on n'a pas connu des facilités pour avancer, ouais. Mmh. OK. Pour autant, sur cette période-là, en 4 ans, parce que quand tu fais le dos rond 4 ans, c'est pas simple. Qu'est-ce que tu retiens de positif que, voilà, tu peux, où tu te dis: «Tiens, ça, voilà, c'était quand même un bon moment»? Je pense que le plus positif, c'est l'engagement des clients et celui des salariés, avec lesquels on travaillait, avec lesquels, on travaille toujours pour certains, et la confiance dont ils ont fait preuve à ce moment-là, quoi. Ils nous ont jamais lâchés, ça a été nos meilleurs prescripteurs et au fur et à mesure qu'on a avancé, ça a été, nos meilleurs commerciaux. Donc ouais, je remercie nos clients parce qu'ils nous ont toujours fait confiance et en face, avec toutes les propositions intéressantes qu'ils ont eues de la part de nos concurrents, contreparties, ils sont restés chez nous. Mmh. Ou même aujourd'hui encore de la part de certains groupes qui proposent des tarifs plus intéressants que les nôtres, nos clients nous suivent et restent toujours là. Mais Mmh. encore une fois, c'est peut-être par rapport à la façon dont on les traite et la réactivité dont on fait preuve, Mmh. je pense. En tout cas, on a une qualité de service qui est reconnue. OK. Alors j'ai dit en introduction que tu avais vendu progressivement, la Mmh. boîte. Tu peux nous revenir sur cette période-là et comment justement tu as décidé de vendre la boîte et pourquoi? 2020 Covid, comme tout Mmh. le monde. Ouais. Donc j'ai passé 3 mois, à la campagne, faire du télétravail. Hem, J'étais avec mes enfants, on a parlé de plein de choses. J'appelais mes clients, tous les jours, mes salariés à peu près pareil, donc je faisais le tour de tout le monde pour voir si tout le monde allait bien. Et j'ai pris conscience que de l'autre côté, on avait quand même, encore une fois, de gros concurrents qui avaient quand même beaucoup plus de moyens que nous et nous, on était un peu tout seuls. Donc si j'ouvrais pas le capital à un acteur financier, à terme, il était possible qu'on ait des problèmes. Ouais. Donc j'ai réfléchi à tout ça et puis en rentrant après les différents confinements, on a commencé à réfléchir à tout ça et puis, au niveau des associés, tout le monde était d'accord. Donc on a commencé à Donc là, toi, comment vous organisez avec vos associés? Toi, avec tes associés, toi, tu président, tu gères, enfin, comment vous faites? Parce que, tu vois, là, ce que tu m'évoques finalement, c'est de prendre une vue, macro de l'entreprise où tu réfléchis au pestel, donc tous les enjeux politiques, légaux, économiques et cetera. Le SWOT aussi, les forces-faiblesses. Bon, bah, faiblesse, on est peut-être un peu petit si on fait pas rentrer quelqu'un en capital. Toi, c'est une vraie réflexion entrepreneuriale. C'est pas juste un choix de se dire: «Tiens, je vais vendre ou prendre un peu d'argent au passage» et mmh. cetera. En tout cas, de ce que je comprends. Comment vous êtes organisés, vous, entre associés? C'est quoi, toi, ton rôle? Toi, tu fais quoi, en fait, aujourd'hui, dans l'entreprise? Alors moi, je suis le commercial, je suis celui qui gère toutes les embrouilles avec les salariés ou avec les clients ou avec les prestataires et bah, pour être transparent, je suis celui qui a la plus grande gueule. Mmh. Voilà, je dis les choses quand faut les dire mais c'est pas méchant quoi, c'est juste, factuel et les gens me connaissent comme ça donc
Pour l'histoire de la vente, j'en ai parlé avec mes associés, ils m'ont dit que c'était une bonne idée, donc ils m'ont fait totalement confiance et j'ai géré tout ça tout seul. Et il y avait 7 candidates, dont quelques-uns qui nous correspondaient pas bien, qui sont venus nous voir juste pour récupérer quelques infos. Donc ça, on savait que ça allait être éliminé rapidement. Et derrière, on est tombé, en discutant avec Bourse Direct, on est tombé sur des gens qui nous correspondaient bien humainement. Et bah voilà, ça s'est fait avec eux. Et Et, en- donc, et entre le moment où tu te dis, toi, bon, tu es à la campagne, tu fais ce constat-là, tu dis, je vais le présenter à mes associés, ils te disent, bah, écoute, c'est une bonne idée, vas-y, fidèle, fonce. Euh, Comment tu fais? Tu vas prendre contact directement avec les gens, tu as identifié des cibles, tu fais appel à un cabinet, enfin, comment ouais, ça se on a des passe? gens qu'on connaissait, quoi, des potes Hmm, en face, et ouais, je suis passé par eux pour certains sujets. hmm, Puis après, il faut que ça se fasse de manière très, très carrée. Donc voilà, moi j'ai les compétences que j'ai, je suis pas bon à côté. Donc hmm. pour la partie juridique, pour la partie mise en place de tout le process, on a fait appel à une un cabinet d'avocats. Euh, c'est Moncey, avocat, c'est un pote, il est très bien. Non, non, il nous a vachement aidé. Il y a une boîte qui s'occupait de mettre en place tout le process, ouais. Ouais. Oui, parce que ça, finalement, ça C'est prend du long, temps, c'est j'imagine. long. C'est long. Ouais. Ça a pris combien de temps, tout le Un an. process? Ok. Un Alors, an. tu disais, je suis grande gueule, j'imagine que tu es aussi impatient. Non, parce que c'est pareil, je sais que ce genre de choses Ouais. se fait avec le temps. Donc choisir le bon actionnaire, et qui corresponde un peu à l'idée que tu as de la suite. Hmm. Parce que c'est pareil, je crois qu'on nous proposait un peu plus d'argent pour nous racheter, mais avec 80% ou 90% des effectifs qui disparaissaient dans les 3 ans qui venaient. Donc Hmm. moi j'ai une équipe à laquelle je tiens. Si c'est pour devenir salarié, non. Non, non. Hmm. Je suis entrepreneur depuis maintenant 2006, j'ai pas envie de redevenir salarié. Donc, dans le deal, il y a une partie financière. Il y a Ouais. une partie aussi, bah, finalement, ton rôle demain. Est-ce que tu restes pas? Qu'est-ce que tu fais? Pour toi, c'était important de rester? Ouais, de toute façon, on avait connu ça comme ça, donc on a vendu 80% de la boîte au départ, Hmm. en début 2022, et après il y a eu 10% en 2024 et 10% qui ont clôturé l'opération en 2025. Donc ouais, le jeu c'était qu'on reste pour assurer tout le monde, et les clients et les salariés, et l'actionnaire. Et bah, on est en mars 2026, je crois. Je suis toujours là. Je suis peut-être pas parti encore demain. Non, non, parce qu'encore une fois, moi, ça m'excite de continuer à faire grossir cette boîte. Hmm. Donc là, par exemple, pour cette année, on est en train de faire notre meilleur chiffre d'affaires depuis l'existence de la boîte. Hmm. Donc, comme quoi, bah, l'actionnaire est content, les salariés aussi, et puis moi également. Puis toi aussi. Ouais, voilà. Et quand tu as commencé à vendre, est-ce que tu étais déjà à ces 8-9 millions de chiffres ou pas? Enfin, voilà, Non, quelle évolution non, non, du... on était à 6 millions et des poussières. On était un peu D'accord. plus petit, ouais. Ok. Et en termes de valo, là-dessus, comment tu fais? C'est un multiple de BE? C'est quoi? Ouais, c'est un multiple, c'est classique, quoi. Hmm. Bon, Voilà. là, tu pourrais être à la retraite? Ah ouais, là, ouais, ouais. Bah, surtout que ouais, en juin, normalement, je crois que avril-mai, je suis censé avoir atteint l'âge de la retraite. Bah, je suis en carrière longue en plus, parce que comme j'ai pas été bon à l'école, donc ouais, je pouvais déjà m'arrêter. Mais Hmm. ouais, mais ça m'amuse pas de rester à regarder Netflix ou de faire du jardinage tout de suite, quoi. Ouais, ouais. T'as Voilà. encore envie Ouais, de continuer ce challenge. ouais, il y a 2-3 sujets sur lesquels j'ai encore envie de travailler. C'est quoi, du coup, l'ambition pour la suite? Comment tu vois la boîte dans, je sais pas, 2 ans, 5 ans? Bah, faudrait qu'on développe, pardon, 2-3 autres choses pour fidéliser encore plus les clients. On avance dessus, mais c'est compliqué parce que c'est encore des moyens importants. Les outils à développer sont des outils assez conséquents à développer, et c'est plutôt long. Donc ouais, faut qu'on voit tout ça. Je sais pas comment ça va se passer, mais ouais, il faudrait qu'on développe d'autres services pour fidéliser d'autant plus les clients. Est-ce que C'est- justement alors là, il y a eu la décision de vendre, toi de rester, tu dis: «Bah, je sais pas encore pour combien de temps». Moi, j'imagine que l'actionnaire, il se pose aussi des questions, il se dit: «Bah, j'ai besoin de savoir, d'avoir la visibilité ou en tout cas qui va prendre la suite sur ta partie et cetera». Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez déjà évoquées? Tu as déjà posé pas un plan de transition, Non, on passation? l'a déjà évoqué, mais pour l'instant, il y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas entre eux et moi, il n'y a pas d'urgence parce qu'ils savent que je suis encore là, et que j'ai pas cherché à négocier mon départ demain Mmh. matin. Donc, tant qu'il n'y a rien qui est fait, je continue à avancer, puis eux me font confiance. Donc, et puis d'autant plus en voyant les résultats qu'on a depuis qu'ils nous ont rachetés, c'est plutôt en bonne croissance. Mmh. Donc, ils sont plutôt satisfaits, ouais. OK, donc il y a pas d'urgence là-dessus. Tu as dit: «Je gère la partie plutôt, commerciale». Mm. Comment, je parlais tout à l'heure de confiance, parce que tu as des grands noms en clients qui vous font confiance à vous, plus petites, structures. Comment vous, trouvez ces clients-là, justement? À l'ancienne, Ouais? tu prends ton téléphone, tu les appelles, et puis tu prends des rendez-vous, et puis tu présentes ce que tu fais.
Mais depuis, 2-3 ans, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a toujours un sujet, qui passe avant nous donc mais bon, ça continue à avancer. On continue à rentrer, 3-4 clients par an, environ, ouais. Donc ouais, faut continuer Un à client, c'est un panier moyen de quoi? C'est, ça dépend. C'est des sociétés de gestion qui gèrent, notre plus petite société de gestion, elle doit gérer, une centaine de millions d'euros. ouais. La plus grosse, c'est une boîte qui gère plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc tes contrats, c'est en centaines de milliers d'euros, voire millions? Bah oui, pour certains, oui, Ouais. oui. Mmh. Bon, j'imagine qu'eux, tu les chasses pas, avec les procédés de B2C, petit panier moyen, tu vois? Là, tu comment Non, tu mais fais? honnêtement, non, mais honnêtement, ça se fait, j'allais dire, ça se fait assez naturellement et humainement, quoi. Ouais, On doit faire, je sais pas, on doit dégager quelque chose de sain ou je sais pas. C'est pareil, on a embauché pas mal de commerciaux dans la boîte. Il y a pas eu beaucoup de succès. ça a pas marché? Bah, c'était pas terrible, quoi. Mmh. Et tout le monde m'a dit Et après comment coup: tu «Comment tu expliques fait ça? au départ?» Bah, Ouais. je sais pas. C'est tu prospectes, on te dit oui ou non. Après on te dit non, bah, tu continues. On te dit oui, bah, voilà, c'est tant mieux. Mais je baisse jamais les bras. Tant qu'un client me dit pas non, je continue à appeler, mais de manière irrégulière. 3, 4, 5, 6 mois, Oui. je l'embête, j'évite de l'embêter. Donc, je suis régulier, mais tranquillement. On dit souvent que le bon commercial, en tout cas celui qui obtient des résultats, c'est celui qui s'arrête pas au premier non, mais qui est prêt à en accepter 8, 9, 10, avant de avant de signer. Non, mais Tu l'as constaté? mon premier patron, c'est ce qu'il m'avait dit aussi, c'est Ouais? que de toute façon, quand tu décroches un client de plus et du chiffre d'affaires en plus, s'il vient pas, ça te change pas la vie. Donc ouais, tu es d'autant plus détendu quand c'est comme ça, quoi. C'est quand tu as ce genre de morale, voilà. Donc ouais, j'essaie de la suivre. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, après un café, tu m'as dit: «Moi, je voulais faire la photographie». Ouais, ouais, je sais. Bon Ouais. là, on n'est pas du tout sur le même, Non, secteur. non, non. C'était quoi toi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené à entreprendre? Bah, après un bac G3, de l'époque, donc 2 fois. G3, c'est quoi? C'était action commerciale, technique commerciale, comptabilité, je OK. crois, mais technique commerciale surtout. Ma prof principale en 2e terminale m'a dit: «Tu feras vendeur d'aspirateur en faisant du porte-à-porte». Bah, c'est globalement ça, mais avec un peu plus d'argumentaire, l'argumentaire est plus concret, c'est plus facile. Donc ouais, je savais que j'allais être commercial, mais après, voilà, savoir où tu tombes et ma passion effectivement, c'était la photo. Donc j'ai travaillé comme garçon d'étage au Figaro et j'ai rencontré un grand reporter qui m'avait proposé d'être son assistant. Malheureusement, j'ai pas pu être embauché et j'ai commencé en bourse, entre-temps. Et 3 mois après mes débuts, le patron du service photo du Figaro, je crois qu'il s'appelait monsieur Lelièvre, ouais, c'est lui. Il m'a appelé pour me dire: «Bah, finalement, on te prend». Donc je lui ai dit: «Bah, je sais pas trop parce que là, je viens de commencer en bourse, j'ai l'impression que ça peut être drôle». Mmh. Voilà. Et ouais, peut-être le fait de pas avoir fait les mêmes études que certains autres qui font de longues études et c'est un peu je sais pas, ils sont peut-être tous formatés de la même manière. Ouais, j'ai vu les choses un peu différemment. J'ai réfléchi avant heu, à certains jobs qu'il fallait mettre en place, à certains postes. Parce que moi, j'étais commis à la criée. Quand ils ont fermé, la criée pour passer à l'informatique, heu, les gars continuaient à gagner de l'argent en faisant beaucoup de spiel en bourse, donc acheter et vendre des titres. Mmh. Moi, j'avais pas de portefeuille, donc il fallait que je trouve un autre moyen. Je me suis dit: «Ce serait bien de commencer à faire du trader», donc contacter des clients institutionnels pour leur vendre des titres et leur faire acheter ou vendre des titres et j'ai commencé avant les autres peut-être. C'est vrai qu'après tout le monde est arrivé sur ce truc-là, il y avait plus beaucoup de place à pourvoir. Mmh. Voilà. Donc Pour finalement, une succession d'opportunités saisies, tu dirais ça comme ça? Ouais et puis les bons choix. Parce qu'au départ, je considérais que c'était que de la chance Mmh. et on m'a expliqué qu'au bout d'un moment, quand tu es patron d'une salle de marché, c'est pas la chance qui fait que tu arrives jusqu'à là. Quand une boîte qui fonctionne, c'est pas non plus que la chance. Tu es Faut obligé avoir d'être ça. performant un peu, quoi. Ouais, certaines compétences, ouais. Non, mais tu le comprends avec les années, hein. Ouais. Voilà. Moi, j'avais le complexe de l'imposture pendant pas mal de temps, hein. Bah, quand tu pas bon à l'école et que tu rentres dans un métier où il y a que des bac+12, puis quand ils te parlent, tu comprends pas les 3 quarts de ce qu'ils te disent. C'est comme aujourd'hui, quand mes informaticiens me parlent de trucs, Ouais. mais bon, c'est pour ça qu'ils font leur job correctement et moi, je fais le mien. C'est pour ça que tu les as recrutés. Ouais. Quelle a été pour toi la meilleure décision, que tu aies pu prendre justement par rapport à ta boîte? Comment tu l'as prise? La meilleure décision par rapport à ma boîte, bah, de l'avoir créée, Mmh. d'avoir quitté le job que j'occupais précédemment et d'avoir créé cette boîte. Ouais. Ah ouais, si c'était à refaire demain avec toutes les embrouilles et tous les problèmes qu'on a connus, je re-signe demain matin. OK. Donc malgré ça, tu te Ah ouais, lances. vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Pour toi, le Et puis, bénéfice, il est plus fort que, les problèmes rencontrés.
Ouais, mais c'est être entrepreneur, c'est quand même être, ouais, en France, faut être fêlé, hein. Entrepreneur dans un autre pays du monde, beaucoup, c'est différent, mais ici, encore une fois, il y a pas grand-chose qui est fait pour aider les petites boîtes, hein. Mais, heu, mais quand on goûte à ça, bah, ce que tu disais tout à l'heure, quand tu as pas envie qu'on t'embête, pardon, quand tu as pas envie qu'on t'embête, bah, tu montes ta boîte et tu prends tes choix tout seul, tu décides de tout, ou avec tes associés, mais, tu es le principal maître à bord Tu es responsable de tes réussites, de et tes de tes échecs échecs. aussi, Ouais, et dans un cadre qui est défini, donc là, en l'occurrence, bah, le pays ou les réglementations, exactement. et tu joues avec. Mmh. Très bien. Est-ce qu'à un moment donné où tu t'es dit, «Ça va s'arrêter ça, on va pas y arriver»? Bah oui, bah oui. Bah, les 4 premières années, honnêtement, on a eu, bah, oui, les certains acteurs qui disaient que j'étais mort ou l'un des associés était mort, ou on faisait faillite, ou on avait perdu plein d'argent, ou on a eu plein de rumeurs qui ont circulé sur nous, ouais. D'accord. Donc, À ce point-là? ouais, 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 ouais. OK. Donc ça a pas beaucoup aidé et puis les potes qu'on avait dans la finance qui te disent: «On va vous aider, on va vous aider de rien du tout», parce que, encore une fois, quand tu montes la boîte, ils sont censés être là pour t'aider, bah, ils ont tous disparu. Premier coup de feu, tu te retournes, il y a plus personne derrière toi, quoi. Donc, bah, juste faut continuer à avancer. Non, mais ouais, moi, je crois que la meilleure décision que j'ai prise, c'est de la monter, même s'il y a eu plein de petits problèmes, durant la durée d'existence de la boîte, ouais. Alors, bon, une boîte pour qui tout va bien, Ça existe pas, j'en suis à 220 épisodes, j'en ai pas ça j'en ai existe pas pas, connu, non, j'en ai pas vu. non. J'aimerais revenir sur les décisions. Cette fois, la décision qui, toi, t'a coûté le plus cher, que ce soit humainement, financièrement, enfin, peu importe la dimension. Tu te dis ça, moi, par contre, dans le parcours de la boîte, dans mon parcours d'entrepreneur, ça m'a coûté, ça m'a pesé. Je prends quelques instants pour vous parler de ma newsletter. Depuis 2020, j'analyse les décisions des entrepreneurs du top 5% pour comprendre comment ils ont construit des entreprises performantes. Le lien est accessible dans la description de l'épisode. Allez, retour à l'invité. Alors, c'est pas une décision qui m'a coûté cher, une seule, c'est je pense que ma façon de gérer la boîte depuis le début m'a coûté cher, ou nous a coûté cher. Parce que j'ai été trop consensuel avec mes 2 autres associés. J'ai toujours voulu un partage heu, du drive de la société, quoi. Ouais, je voulais qu'on partage un peu les décisions, mais à l'arrivée, bah, pareil, avec le recul, tu t'aperçois que le président, il y en a un seul et les décisions, il faut qu'il y en ait qu'un qui les prenne, parce que sinon, si c'est décidé à 3, bah, toujours, 2 contre 1 con machin, tu jamais au bout. Ouais, on aurait pu avoir, des participations dans des boîtes qui aujourd'hui, qui nous auraient fait beaucoup de bien pour avancer. Ouais, il y a quelques décisions, mais c'est global. C'est que Hmm. j'aurais dû être meilleur président et décider de trucs, de choses importantes tout seul. Et toi, justement, dans ta posture, à un moment donné, est-ce que tu t'es questionné là-dessus, tu t'es fait aider ou autre pour dire, tiens, bah, en fait, c'est quoi finalement cette posture? Parce qu'à la base, vu tes études et ton diplôme, très bon commercial, tu vas trouver des clients, mais entre être commercial et être Bon président d'une patron, boîte, ouais, c'est pas le même rôle en fait, c'est pas du le même tout. métier. Heu, non, 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 j'ai encore une fois, on connaît des patrons du CAC 40 qui sont super bien formatés, puis qui ont perdu des milliards, donc bon, j'ai pas été jusqu'à là, moi. Donc Hmm, je me dis que je dois être meilleur que ces gens-là. Non, je blague. hmm. Heu, non, non, mais c'est encore une fois, c'est juste de la clairvoyance et du bon sens. Quand tu as une décision à prendre et tu sais que la boîte, la décision que tu vas prendre peut la faire avancer, bah, tu pas ce qu'on te dit à côté. Voilà. Mais quand tu as 2 associés à côté et qu'il y en a toujours un qui est pas d'accord ou machin, tu vas être consensuel et puis à l'arrivée, c'est pas très utile parce que je pense que si on avait fait différemment, la boîte se serait vendue beaucoup plus cher, on générait beaucoup plus de chiffre d'affaires, on serait implanté à l'étranger aussi. Hmm. Voilà. Maintenant, Comment tu gères ça, cette relation entre associés, justement, ces prises de décision? je pense que je les gère bien aujourd'hui maintenant avec le temps, non, Vous avez ça va. défini des choses, je veux dire, avec tes associés, vous avez défini des choses, vous avez des rituels où vous échangez justement sur, la stratégie, les décisions à prendre? Ou est-ce qu'aujourd'hui On c'est a un acti toi qui as le lead et puis, Non, aujourd'hui, on a un actionnaire quand même, donc tu faut lui présentes aussi, à lui, oui, il faut voir aussi avec l'actionnaire, voir quelles sont les décisions ou s'il valide les décisions qu'on prend, mais l'actionnaire nous fait confiance. Après, c'est à nous de gérer la bonne marge de la boîte. mmh, Donc non, non, on continue de la même façon, mais peut-être qu'aujourd'hui, je me suis un peu plus affirmé. mmh, Ou avec un peu plus de bouteilles, les choses sont peut-être plus faciles. mmh. Ou peut-être aussi que le fait d'avoir vendu, t'es plus détendu pour gérer les choses différemment, je Ouais, sais ça peut pas. avoir un impact. Ouais, peut-être. Mais comme on est quand même, on n'est pas, des gens qui courions après l'argent. C'est pas ce qui Mmh, nous a motivés pour monter la boîte ni la vendre.
On a toujours bien gagné notre vie dans le métier qu'on faisait précédemment. Encore une fois, quand tu gagnes bien ta vie, tu changes pas de métier pour te dire, «Peut-être je vais réussir». Mmh. Tu restes où tu es. On touchait des salaires de footballeurs de première division, pas des Mbappé, hein, mais des plus petits. Mais ouais, on gagnait bien notre vie, donc Mmh. tu vas pas t'embêter à prendre des risques. Voilà, je sais pas. Qu'est-ce que, toi, maintenant, en regardant aussi ta carrière, tu dis: «Tiens, j'ai pris cette décision, c'est une mauvaise décision». Qu'est-ce que tu as mal fait, tu vois, dans ton développement, dans ta croissance ou autre, où tu te dis: «Ça, s'il avait fait différemment». Alors, hormis là, le cas dont tu parles avec les associés, mais d'un point de vue stratégique ou d'un point de vue décision? Heu, non, encore une fois, on a raté un développement à l'étranger, mais on a raté du développement de la croissance externe. Vous avez testé quoi alors? Pardon? Vous avez testé quoi alors? On a fait du développement à l'étranger, mais jamais très soutenu. Au bout de 2 ans, ça marchait pas, on arrêtait. On Tu as a été dans quel pays? Tu as fait quoi? l'Espagne, le Danemark, Ah oui, la donc Belgique. plusieurs quand même, tu Ouais, c'est ouais, ouais. ouais. Puis on a fait du 2 ans, machin, mais avec des partenaires sur place, mais tant que tu es pas sur place, quand tu ouvres une structure nouvelle, les questions qu'on nous posait à l'étranger, il y a 3 4 ans, ce sont les mêmes questions qui étaient posées en France il y a 20 ans. Mmh. Donc non, non, faut être connu heu, dans le pays où tu vas démarcher. Faut être connu et puis il faut avoir les bonnes références et puis une culture différente, ça voilà, les Mmh. choses fonctionnent pas de la même façon. Mais non, non, c'est les seules choses, sinon, non, il y a pas de sujet particulier mis à part ça. Donc vous avez testé ça, tu disais tu as testé aussi la croissance externe, c'est-à-dire que vous aviez identifié des profils des Ouais, il y entreprises a à des acheter? structures qui sont venues nous voir et on n'a pas pris part dans ces boîtes pour de mauvaises raisons. Voilà. Mais justement, comment tu as une boîte qui vient te voir en disant: «Tiens, potentiellement on peut être une cible pour vous». Comment toi tu décides? Comment tu dis: «J'y vais pas»? Bah, tu discutes avec tes associés et puis voilà, tu t'attends de voir comment ça se passe et majoritairement, bah, tu te dis: «Allez, ou pas». Mais Ou bon, pas? Ouais. ouais, tu les Tu suis. as des regrets là-dessus? Le vrai regret que j'ai, c'est qu'on avait eu la possibilité de développer un outil en interne qu'on avait commencé à développer, mais on a signé avec un gros client, donc fallait que les choses aillent vite. Mmh. Et j'avais vu avec mon directeur informatique pour qu'on embauche, des alternants ou des sachants au niveau de l'informatique pour développer l'outil dont on parlait et c'est un outil, qui aujourd'hui est indispensable. Mmh. C'était en 2015, je pense qu'en 2016-17, on avait terminé. On a préféré acheter un produit externe, quoi. Ouais, se plugger avec un outil, non, ouais, on a préféré se louer ou acheter ou se servir d'un outil externe, pardon, à la place de ce qu'on aurait pu faire nous et heu et l'une des boîtes, qui fait ça aujourd'hui s'est vendue, beaucoup, beaucoup plus cher que nous, Mmh. alors que ils ont un service moyen, voilà, on va dire. Mmh. Mais c'était Non, mais donc c'était là, c'est c'est intéressant, toi, de voir que tu arrives face à une situation où tu dis: «Bon, bah, là, on priorise le business parce qu'il fallait, contenter ou en tout cas, accompagner un client». Tu avais l'idée d'un outil. Finalement, dans le prisme, dans la matrice de décision, vous dites: «Bah, non, on focus sur, là, répondre au client. Cet outil, on le développe pas». non, je pense qu'on aurait pu faire les 2 en même temps, hein. Tu aurais pu faire les 2 Ouais, ouais. et donc et tu choisis de dire: «Bah, je fais une alliance ou un partenariat avec un outil tiers». Finalement, ça a pas donné ce que vous vouliez et puis vous êtes pas propriétaire de cet outil. Voilà, c'est un peu la finalité. Enfin, Ouais, j'essaie de résumer un peu ce que tu as dit, ouais. mais c'est ça. Bah, quand tu es un directeur informatique et les 2 autres associés qui disent: «Non, faut pas y aller, pour Tu vas pas développer les le truc tout forcer. seul», je me suis dit: «Bon, il y a tous les autres actionnaires sont pas d'accord, je vais pas y aller tout seul, quoi». Mmh. Donc et j'ai jamais aimé imposer, mon point de vue, quoi. C'est après, ils me suivent, très bien. Pour la première embauche, par exemple, après nous, il y avait un type qu'on connaissait depuis des années ou une nana très jeune, qui avait pas beaucoup d'expérience, les 3 autres voulaient, la nana très jeune et j'ai dit: «Non, non, non». Donc là, on a pris un mec plus âgé, mais qu'on connaissait et en qui on pouvait avoir confiance, Mmh. et professionnellement et humainement. Donc parfois j'ai décidé tout seul. Mmh. Mais sur les trucs plus importants, non, je voulais pas imposer mon choix. Mmh. Voilà. OK. Qu'est-ce que quel conseil tu aurais aimé avoir avant de te lancer? Peut-être sois meilleur à l'école, surtout au niveau de l'anglais. Déjà, si Parce que j'avais dans votre milieu, il y a beaucoup d'anglais? bah, tu non, mais moi je me suis cantonné à la France parce que je parle l'espagnol couramment et le français. L'anglais, je le parle quand il faut négocier, 3 chiffres, Mmh. mais sinon je suis pas bon. Ouais. Mais bah, quand tu parles l'anglais, au niveau de la prospection, moi, je pouvais aller partout Mmh. et Donc tu t'es senti un peu limité peut-être? ah ouais, vraiment, Ouais. ouais. Surtout au niveau de l'anglais, ouais. Ouais. Pourtant, j'ai travaillé 7 ans chez une banque anglaise. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour me former,
Ah, j'allais te dire, t'as eu des coachs ou t'as eu des profs? Ah ouais, ouais, vraiment. Et puis la boîte anglaise en question, ils ont tout fait pour me former et m'aider. Et Mais ça voilà, voulait pas. ils m'ont envoyé en stage là-bas. Globalement, je m'enfuyais ou non, non, ça collait pas. OK. Donc ouais, peut-être ça, ouais. Donc c'est intéressant de voir, toi, un esprit entrepreneur. Là, tu t'es senti peut-être un peu, tu vois, enfermé dans un truc alors que peut-être que tu aurais pu, Ah ouais, faire d'autres choses. là, sur ce coup-là, je me sens super limité, ouais. Mmh. Globalement, j'ai 2 fils, les 2 parlent, l'espagnol courant et l'anglais courant, Ouais, bah, voilà, ça ouvre des c'est portes. Ouais. plus intelligent que leur père, quoi, à ce niveau-là, déjà. Ouais. Ça marche. Qu'est-ce que tu voudrais partager à celles et ceux qui entreprennent, qui, voilà, regardent l'épisode et qui, tu vois, arriveraient à un moment donné à se dire: «Tiens, bah, je sais pas, je suis bloqué dans cette situation-là ou je sais pas comment faire». Hem, voilà. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir de ton parcours? Bah, je vais dire comme, la plupart des gens qui ont réussi après avoir beaucoup travaillé, qu'on a envie de faire quelque chose, faut y aller. Jamais douter de soi, juste faut y aller. Mmh. Ça va demander beaucoup plus de travail que de rien faire, hein, ou presque, mais non, faut croire en soi et puis si on a envie d'atteindre, ses rêves ou presque, souvent, en travaillant et en forçant un peu le destin, ouais, mais faut croire en soi et faut y aller. Faut pas se limiter parce que je pense que si on le fait pas, on regrettera toujours. Mmh. Moi, de toute façon, je m'étais dit: «Si ça plante, je retourne salarié», voilà. C'est, bah, non, voilà, je suis resté là et très bien. Non, non, mais faut y aller, faut pas hésiter, Ça vraiment. marche. Bah, écoute, ce sera notre conclusion. Merci fidèle. Merci pour ton retour d'expérience. Bah, merci à toi. D'être venu sur le podcast, Comment t'as fait? Puis, bah, pour vous qui nous regardez ou écoutez, si c'est pas encore fait, inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir les derniers épisodes et les analyses de ces épisodes, d'entrepreneurs. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est pareil sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, allez-y, faites-le et puis on répondra à tous vos commentaires. À très vite pour de nouveaux épisodes. Bye.